Les images que vous avez vues sont très en résonance avec ce que je voudrais partager avec vous. Je travaille dans une entreprise de service qui se trouve être une banque, où les actifs sont les gens, les vrais gens, et la technologie. Et la technologie aide à développer la relation. Et si on regarde bien, une entreprise, c'est toujours une communauté de personnes qui se réunit librement autour d'un projet destiné à créer de la valeur. Et à l'origine, à la création, il y a un pacte, le pacte fondateur. Et tout est là. On a entendu parler de start-up, on a entendu parler de grandes aventures, tout est contenu, tout l'élan créateur, l'élan créatif, tout l'élan vital d'une entreprise est tout entier contenu dans le pacte fondateur de l'entreprise. Et le grand danger pour une entreprise, c'est de l'oublier. C'est d'oublier son pacte fondateur, c'est de le perdre de vue et de dévitaliser le lien qui le relie à son origine. Et c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour l'entreprise de nos vies. Et moi, je voudrais partager avec vous comment j'ai failli succomber à ce risque-là et à ce danger-là. Et je vous amène en voyage, je vous amène au Canada, je vous amène à Montréal, et on est en 2008, et cette période a été évoquée tout à l'heure. Et en 2008, j'étais un père de famille, 5 enfants, 5 garçons, et j'étais un banquier, fier de son parcours, en charge de la banque pour ce pays, le Canada, après l'avoir été en Australie, avoir beaucoup travaillé en Asie. Et mon pacte fondateur, celui de ma vie, c'était faire du bien à l'humanité, être bon pour l'humanité, et puis j'avais un projet famille, faire une famille. La mienne n'avait pas toujours été fonctionnelle, beaucoup de choses n'avaient pas marché dans la mienne, celle dont j'étais issu, et je voulais faire une famille qui marche. Et puis en 2008, ma banque traverse une crise très grave, une fraude colossale. 1 an avant, elle était élue meilleure banque du monde. 1 an après, elle est la honte de l'industrie de la finance. Et puis ma banque est à l'origine, comme d'autres, d'une crise colossale. Une crise financière qui a failli mettre le monde par terre. Et je me pose la question, tout ça pour ça ? Est-ce que j'ai travaillé ces 25 années pour en arriver là ? Est-ce que c'est ça, faire du bien à l'humanité ? Être bon pour l'humanité ? Et mon projet famille, 4 de mes 5 enfants s'en vont. Normal, faire leurs études. Mais le nid se vide. Et mon projet famille se termine. Et j'ai quoi derrière ? Et mon pacte fondateur est en lambeaux, est en morceaux. Et j'ai peur de devenir fou. Et je ne trouve pas la solution. Et un soir, ma femme est dans la salle de bain, je suis allongé sur mon lit, et je dis à ma femme, « Chérie, qu'est-ce que tu dirais si je partais 1 an, seul, marcher sur les chemins du monde ?» Et j'entends sa voix qui me dit, « Bien sûr, chérie. » Et elle ne se rendait pas compte qu'en m'y autorisant, elle enclenchait le mouvement. Alors, c'est une famille où on négocie dur, on a négocié, j'ai eu 6 mois. J'ai fait mon sac et je suis parti. Et je voulais, ma tête était pleine de toutes mes questions, était pleine de mes impasses, était pleine de mon échec. Ce bien sur l'humanité, ce projet famille qui arrive à son terme. Et je voulais trouver la solution, et ma tête était remplie, et le bruit était intense. Alors j'ai marché. J'ai pris un aller simple pour la Birmanie, et j'ai marché. Je suis allé dans les villages les plus éloignés, et j'ai marché. Et j'ai dormi dans les villages, dormi dans la jungle. Je suis allé au Laos, vivre dans les tribus du nord du Laos, à la frontière de Chine, et j'ai marché. Et au Cambodge, et au Bhoutan, où j'ai passé 1 mois et demi, et au Népal, où j'ai passé 1 mois et demi aussi. Je suis allé sur des montagnes, sur le Chomolari, sur l'Everest, et j'ai marché. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver le silence et la paix. J'ai appris dans mon voyage que mon père était décédé. Je n'étais pas aux obsèques de mon père. Et j'ai marché. Et un jour, après 1 mois et demi de voyage, j'étais au Laos, je dormais au bord du Mékong, ce grand fleuve du Laos, et un matin, 5 heures du matin, j'entends des chiens aboyer au loin, des prières de moines,
au loin, une barque sur le Mékong, un pêcheur, un buffle au bord de l'eau qui boit, et là, plus rien. Le vide, le silence. Et j'y étais. Ce silence m'a nourri, m'a connecté au monde, m'a connecté à la vie plus que toute autre phase de ma vie. Et aujourd'hui, dans ma vie, je me reconnecte à ce silence à chaque fois que je peux, par la méditation, par des moments de silence, pour retrouver ce grand silence, ce grand vide où tout est là, et où je suis connecté au centre de mon corps, de mon être, à la vie, au vivant. Et je dois revenir. Comment on revient de ça? Dans quel état on revient de ça? Et je me vois marcher à Montréal, dans l'aéroport, et je sais que ma femme attend au bout, et je me dis, mais qui es-tu devenu? Comment vas-tu la retrouver? Qu'est-ce qui va se passer? Et je me disais, peut-être qu'en une seconde, tu vas te rendre compte que cette vie-là est terminée, et qu'elle est finie. Et puis, j'avance, et je la vois, et là, je pleure. Je perds la voix pendant 1 heure. Et mon corps a parlé pour moi, et j'ai retrouvé ma femme. Et on est reparti. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie professionnelle pour donner du sens à ta vie professionnelle? Et puis j'ai fait la chose la plus banale du monde. Je me suis dit, tu sais quoi? Je ne vais pas changer, mais je vais tout changer. Alors je suis reparti dans cette banque. Et de l'intérieur, je mets tout en œuvre pour la changer. Et je suis devenu le DRH de cette banque. Et là, on a rebâti les valeurs, on a rebâti ce qu'on appelle le leadership model. Et on a rebâti le socle, on s'est reconnecté au pacte fondateur et on essaye de faire en sorte que cela change de l'intérieur. Et on a dit, au nom de la symétrie des attentions, pour que nos clients soient heureux, il faut que nos collaborateurs le soient. Comment faire en sorte que nos collaborateurs le soient? Et là, je voudrais consacrer les quelques minutes qui me restent à partager avec vous 3 choses. 3 qualités qui me semblent être fondamentales aujourd'hui dans mon observation de DRH de cette entreprise et à la suite de cette transformation intérieure profonde que j'ai vécue. 3 qualités qui, à mon sens, sont des qualités rares qui se retrouvent chez les plus grands leaders à l'époque digitale. La première, c'est l'intelligence. On ne fait rien sans intelligence. Mais l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence du comment, c'est l'intelligence du pourquoi. Un bon leader, ce n'est pas celui qui donne les réponses, c'est celui qui pose les questions. Ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute. Et c'est celui qui demande pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, qui épuise la chaîne des pourquoi. Quand il n'y a plus de pourquoi, l'affaire est souvent entendue. Le bon leader, c'est celui qui se libère du connu, se libérer du connu. Parce que le monde est souvent la représentation, comme on l'a dit tout à l'heure, la représentation, la projection de notre propre théâtre d'ombre. Et comment je me décale, comment je fais ce pas de côté, comment je me libère du connu, comment j'essaye de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que je crois qu'elles sont. Et puis, l'intelligence, ce n'est pas un stock de savoir, c'est un flux. Le monde où les entreprises étaient dirigées par des leaders qui étaient les sachants, ou les super sachants, ceux qui avaient accumulé le plus de savoir dans leurs études, ce monde est révolu. Nous sommes dans un monde de flux. Et l'intelligence, c'est l'accès au flux. Et l'intelligence, c'est aussi la porosité de mon être. Comment ai-je accès aux signaux faibles si je suis empli du bruit de moi en moi? Comment entendre si je ne fais pas silence? Comment être à l'écoute de l'autre? Là est la vraie intelligence. L'intelligence. Deuxièmement, l'énergie positive. L'énergie positive, ce n'est pas que c'est bien, c'est que c'est efficace. L'attention aux autres, ce n'est pas que c'est moralement bien, c'est que c'est efficace. La bienveillance, ce n'est pas que c'est bien parce qu'on m'a dit que c'était comme ça dans la vie, c'est que c'est le plus efficace. Et le leader qui fait la différence, c'est le leader qui, non pas entretient la peur, mais suscite l'envie. La peur est l'ennemi du vivant. L'envie crée, l'envie développe, l'envie est créateur.
Comment susciter l'envie dans mes équipes? Comment être obsédé par la libre circulation des idées? Comment abattre les cloisons? Comment être un accélérateur de particules? Comment faire en sorte que de toi et à toi, ça passe très vite? Comment faire un environnement chaud? Parce que quand c'est chaud, ça pousse plus vite. Comment créer cette chaleur? Comment avoir le regard sur l'autre? Je te vois. On le disait tout à l'heure. Je te vois. Dans Avatar, les êtres bleus qui se relient disent « I see you ». Je te vois. La pire souffrance qu'on puisse infliger à un être humain, c'est de l'ignorer. Ce n'est pas de le taper. Les enfants battus vivent beaucoup plus longtemps que les enfants qui ne sont pas touchés. Je te vois. Tu existes pour moi, tu es important pour moi, je t'entends, je te vois. Cette énergie positive, c'est le ferment de la créativité, c'est le ferment de l'innovation, du développement des idées et de l'envie de donner le meilleur de soi. Et puis la troisième qualité, qui est sans quoi rien ne marche, qui est fondamentale, c'est l'humilité. D'abord, se connaître soi-même, c'est la grande aventure de la vie. Et c'est compliqué. Et je suis, et tu es, comme moi, un être qui a des dimensions glorieuses. Et on les voit. Mais aussi des dimensions banales, ordinaires. Et aussi tes misères. Et c'est OK. Et ça va. Et ça va. Mais regarde-le. Accepte-le. Regarde ça avec tendresse, avec bienveillance. Tu ne seras jamais capable de regarder l'autre avec bienveillance si tu ne regardes pas tes misères avec bienveillance. Et tu es un être unique. Personne comme toi n'a jamais existé avant que tu arrives sur cette terre. Tu es un événement unique dans l'histoire du vivant. Et personne comme toi n'existera quand tu seras parti. Alors on en fait quoi de cet événement unique? Qu'est-ce qu'on en fait? On le fait grandir comment? On le développe comment? Aime-le. Aime-le et tu pourras aimer l'autre. Accepte-le et tu pourras accepter l'autre. Et cette humilité-là, profonde, les égos sont souvent des armes de destruction massive. Ils font beaucoup de dégâts. Au début, c'est flamboyant, ça fait briller les yeux, on se dit « waouh, avec un moteur comme ça, une Ferrari comme ça, on va aller loin ». À la fin, on ramasse les morceaux. Et d'abord, notre propre ego, qui est notre premier ennemi. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que DRH, et aussi bien dans le monde des startups que dans le monde des grandes entreprises, connecté au pacte fondateur, quand cette intelligence-là est en marche, quand le show et l'énergie positive est là, et quand l'humilité couronne le tout, yes. Yes. Tapis rouge. Tapis rouge. Il n'y a pas de limite. Vous repérez quelqu'un comme ça, tapis rouge. Vous le recrutez, vous lui donnez les clés du camion. Voilà ce que je